On rejoint sur ce plateau Pierre Servant, bonsoir, spécialiste Bonsoir. des questions de défense, colonel de réserve, auteur de 50 nuances de guerre aux éditions Tempus Perrin, également en édition Poche. Merci d'être avec nous. Julien Théron nous a également rejoint, enseignant à Sciences Po, spécialiste des conflits et des relations internationales, auteur de Poutine, la stratégie du désordre. C'est coécrit avec Isabelle Mandreau du Monde et c'est chez Talendier. Bonsoir à vous également. Nous avons également à Bruxelles Sandro Gozzi. Il va arriver, eurodéputé du groupe Renew, qui va donc nous rejoindre. Avant justement de démarrer cette discussion, je voudrais qu'on écoute à nouveau Vladimir Poutine. La meilleure solution à cette question serait, pour que nos collègues de l'Occident ne perdent pas la face, comme on dit, que les autorités ukrainiennes renoncent à leur adhésion future à l'OTAN. Que les autorités ukrainiennes mettent en place l'idée d'un statut neutre de leur pays. Bon, Pierre Servant, là vraiment, on est passé à une autre étape du côté de Vladimir Poutine. Les accords de Minsk n'existent plus. La Russie reconnaît donc une version élargie des deux régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Et puis surtout, finalement, elle annonce que l'Ukraine n'existe pas, que l'Ukraine devrait se démilitariser. Oui, effectivement, on est vraiment à mi-chemin de nos deux livres, La stratégie du désordre, 50 nuances de guerre. On est en plein dedans. Donc on est vraiment sur un volcan. Là, toutes les voies sont possibles. J'en vois trois pour ma part. Une dans laquelle Vladimir Poutine, comme un joueur de poker menteur, prendrait sa mise, à savoir le fait qu'il est maintenant présent militairement dans le Donbass. Il y était déjà, mais là, il y serait officiellement. Et puis continuerait des opérations de cyberattaque pour casser l'Ukraine. Ça, c'est un scénario. Le second scénario, c'est une relance au poker menteur de Vladimir Poutine, c'est-à-dire le fait d'aller à la conquête de la partie du Donbass qu'il a engerbée dans la reconnaissance des républiques sécessionnistes, mais qui font partie du territoire ukrainien, comme le reste d'ailleurs. Et là, à ce moment-là, on risque d'avoir une confrontation militaire directe entre Russes et Ukrainiens. Vous avez parlé de Mariupol, qui est effectivement un scénario. Et puis, il y en a un troisième, scénario catastrophe qu'on ne peut pas écarter. C'est, chemin faisant, vraiment la volonté d'aller plus loin, c'est-à-dire Poutine ferait tapis, pour continuer sur la métaphore du poker. Et alors là, c'est vraiment l'ouverture sur tous les dangers de guerre. C'est-à-dire prise de Kiev. Aller sur Kiev ou construire toute une série de provocations, d'attaques, de déstabilisation pour essayer de mettre en place les conditions d'une révolution de Maïdan à l'envers. C'est-à-dire qu'il y ait à Kiev des manifestants pro-russes, des attentats, des provocations, des déstabilisations. C'est un des éléments que les Américains ont mis sur la table. Vous savez que les Américains, depuis des mois et des mois, ont une stratégie qui a pu surprendre ceux qui suivent mal ce dossier en prenant la décision de mettre sur la table des documents classifiés, secrets défense. Ils ont joué la transparence. Oui, alors c'est surtout Oui, non, c'est vrai. Enfin, ils mettent pas tout sur la table parce qu'évidemment, si vous mettez tout sur la table, vous risquez de dévoiler, puisque un certain nombre de personnes gambergent sur le fait qu'il pourrait y avoir, même au Kremlin, des agents qui renseignent les Américains, ce qui a permis aux Américains d'avoir une lecture très claire. Moi, je ne suis pas infiltré au Kremlin, vous non plus, non. Et je renvoie les téléspectateurs aux émissions précédentes qu'on a faites ici. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a annoncé ce scénario-là. Julien Théron. Oui, c'est assez inquiétant et au-delà effectivement de scénarios attendus depuis plusieurs semaines, mais je crois qu'il y a une chose extrêmement importante, c'est ce discours. Dans ce discours, il y a un nombre considérable d'éléments nouveaux, celui d'hier et celui d'aujourd'hui qui renforce celui d'hier, les deux ensemble, avec un nombre considérable d'éléments. C'est la première fois qu'on nie l'existence d'une nation, par exemple. On l'avait annoncé, au Kremlin, on avait écrit, le président russe avait écrit un essai, ou plutôt un pamphlet, devrait-on dire, niant l'existence de la nation ukrainienne dans l'histoire. Et là, on nie aussi l'existence de son État,
On avance tout un tas d'éléments absolument déraisonnables en disant que l'OTAN va attaquer la Russie, qui va avoir des missiles nucléaires en Ukraine. On lit ça une question djihadiste. Enfin, on prend l'intégralité avec des petits clins d'œil sur les armes de destruction massive aux Américains en 2003. Donc on prend tout un tas d'éléments. Et ça, c'est vraiment un discours qui fera date. On avance considérablement dans la volonté de déstabiliser. Il faut bien comprendre que non seulement il y a le Donbass, mais le Donbass, encore une fois, c'est les deux petites régions à l'intérieur du Donbass, puis le reste du Donbass, puis l'Ukraine. Regardons aussi qu'il y a quand même un nombre considérable de troupes en Biélorussie. Donc il s'agit bien d'une crise de la Russie en Ukraine et en Biélorussie face à un Occident qui est quand même passablement attentiste par rapport à tout ça. Attentiste, vous dites. Pourtant, ils ont pris des sanctions. En tout cas, l'Union européenne a pris un certain nombre de sanctions à l'unanimité, me semble-t-il d'ailleurs. Pierre Servan, ces sanctions, elles peuvent être efficaces. On attend d'ailleurs d'une minute à l'autre Joe Biden qui va faire un discours où il va également exposer un certain nombre de sanctions. Ce n'est pas assez fort comme réaction ? Alors, il faut être clair. Je crois que très clairement, personne chez les Européens, les pays membres de l'OTAN et les Américains, enfin les Américains faisant partie de l'OTAN, personne ne veut mettre des militaires et des armes importantes en Ukraine pour faire face à la Russie. Il faut quand même rappeler un élément qui n'est pas un point de détail, c'est que la Russie, c'est une puissance nucléaire. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui sont au sein de l'OTAN, sont des puissances nucléaires. Donc en fait, cet élément-là gèle la possibilité de rentrer militairement en Ukraine pour aider les Ukrainiens. Donc très clairement, ça a été annoncé, c'est pour ça aussi que Poutine fait tout cela. Il sait que personne n'ira mourir pour Kiev. Donc après, il reste les sanctions. Vous avez posé la question économique, financière. Voilà. Alors, je pense que ça ne changera rien pour deux raisons. D'abord, ce qui est très frappant, et je vous rejoins, pour avoir suivi effectivement toutes les déclarations de Poutine, d'avoir aussi entendu par la bande les propos qu'a tenus Macron de retour de Russie, vous avez un personnage qui est perdu pour le monde de la rationalité. L'Élysée a quand même parlé d'un discours paranoïaque. Pas psychiatre, mais c'était la sensation que j'avais. Donc c'est pour ça que les sanctions ne l'atteindront pas, parce qu'il est persuadé d'être dans le juste, dans le droit de sa mission messianique. Et seconde raison, c'est que les Russes sont déjà sous sanctions. Alors là, les Américains, les Européens annoncent des sanctions majeures, mais ça ne fait rien. Moi, juste un mot, je me souviens de discussions avec des officiers serbes dans les années 90 en Bosnie-Herzégovine, qui disaient « mais vous connaissez rien aux Slaves. Plus vous nous tapez sur la tête, plus nous résisterons ». Sandro Gozzi, vous nous avez rejoint, eurodéputé du groupe Renew Europe. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre Servan. Vous, donc, qui êtes à l'origine aussi de ces fameuses sanctions européennes, qu'on aimerait bien un peu décrypter avec vous. Manifestement, elles visent 27 personnes ou groupes russes qui sont ciblés, dont des banques qui financent des opérations russes. Oui, 27 oligarques, disons, qui sont liés à des opérations économiques et financières russes, mais aussi tous les députés de la Douma, les 351 députés de la Douma qui ont adopté cet acte qui est illégal, et une violation flagrante du droit international avec la reconnaissance des deux républiques séparatistes en Ukraine, et aussi avec d'autres mesures des sanctions économiques et commerciales vis-à-vis des territoires des deux républiques qui sont sous contrôle russe en Ukraine, et avec des limitations pour la Russie au marché des capitaux financiers économiques européens. Moi, je crois qu'il y a 3 éléments qu'il faut souligner dans cette situation très grave. Ces éléments sont qu'il y a une unité parmi les 27. Poutine l'a échoué, dans le sens qu'il a travaillé, il a espéré que, comme ça a été dans le passé, les Européens se voient divisés. Et cette fois-ci, la réponse des Européens a été unanime. Il y a aussi, à ces sanctions s'ajoute la décision de l'Allemagne, que moi je veux saluer, comme tout le monde a salué, disons, suspension de l'autorisation pour Nord Stream 2, la question du gaz entre la Russie et l'Allemagne. Je crois que ça aussi, c'est un signal
très important et qui aurait été impensable à cause des divergences entre les Européens du passé. Donc d'un côté, il y a unité des Européens, un travail de coordination très étroite entre les Européens, les Américains, les Canadiens, les Britanniques. Et il y a aussi une solidarité concrète, financière et des soutiens d'autres types très fortes vis-à-vis de l'Ukraine. Après, ce que j'ai entendu en studio de Poutine, moi je les partage. Et c'est vrai que c'est un discours entre idéologie, paranoïa, mais surtout, c'est au-delà de la paranoïa, c'est un discours qui est totalement inacceptable en 2022, parce que les discours et l'action des sphères d'influence, la volonté de Poutine de pouvoir décider pour les autres, on prend des décisions qui ne sont pas ni pour demain ni pour après-demain, comme l'avenir européen de l'Ukraine ou l'avenir de l'Ukraine très lointain de l'OTAN. Cette logique dans laquelle il y a seulement, comme dans le 19e siècle, les rapports de force, les sphères d'influence, est totalement inacceptable. Et de ce point de vue, je crois que la première réaction est une réaction importante, mais je crois que ces sanctions qui sont ciblées et progressives... Est-ce qu'elles seront efficaces, en fait? C'est la question, Sandro Gossi. Est-ce qu'elles seront efficaces, ces sanctions? Parce que ce n'est pas la première fois que les Européens prennent des sanctions contre les Russes, contre Vladimir Poutine. Ça va être dissuasif. Non, ce n'est pas la première fois. Je crois qu'ils seront d'autant plus efficaces si il n'y a pas, face à une poursuite des actions, des provocations de la part des Russes, elles pourront être augmentées et si en même temps, ce que j'appelle, je crois, c'est tout à fait nécessaire, les Européens se dotent d'une sanction de compensation pour les économies européennes qui en souffrent le plus. Parce que dans le passé, vous savez, les sanctions n'ont pas été efficaces parce qu'elles n'étaient pas assez fortes, parce qu'il y a des économies qui sont très exposées. Quand on décide de sanctionner quelqu'un, on lui fait mal, mais on se fait mal nous-mêmes, surtout quand c'est économique et financier. Si on va dans la direction dans laquelle les Européens, pour la première fois, organisent un système de compensation économique pour les économies les plus exposées, je pense à l'italienne, à la française, à l'allemande, pour pouvoir poursuivre dans l'augmentation des sanctions, si on voit que les Russes ne reculent pas, je crois que dans ces cas-là, ensemble avec les sanctions britanniques et américaines, cette fois-ci, elles peuvent être efficaces. On va écouter justement Josep Borrell. Je vous interromps, Sandro Gossi. On va écouter Josep Borrell, justement, le chef de la diplomatie européenne. Nous avons convenu de cibler 27 personnes et entités. En premier lieu, les décideurs, ceux qui ont menacé les Ukrainiens, les entités qui les ont financièrement ou matériellement soutenus et qui en ont tiré des bénéfices. Ceux du secteur de la défense ensuite pour avoir joué un rôle dans les actes d'invasion ou de déstabilisation. Et enfin, ceux qui mènent une guerre de désinformation contre l'Ukraine, ainsi que les banques qui financent les décideurs russes et autres opérations dans ces territoires. Julien Théron, c'est plus fort que d'habitude, c'est ce que vient de dire Sandro Gossi. L'Europe unie, des mesures inédites, un mécanisme de compensation. Le mécanisme de compensation, il est, je crois, très constructif. L'unité européenne également, c'est pas la moindre des avancées, celle de l'OTAN également. Mais il faut bien comprendre que ces sanctions-là, il faut savoir quel objectif on veut atteindre. Les sanctions qui ont été prises depuis 2014 n'ont pas fonctionné. Si on veut pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas fonctionné? Parce qu'elles ne sont pas assez puissantes. Il y a ce qu'on appelle le principe d'incitation, incentive en anglais. Si on ne met pas l'incitation suffisante pour atteindre l'objectif que l'on veut, ça ne marchera pas. Elle visait les oligarques. Quelle est l'incitation en fait? Si c'est pour embêter un petit peu le pouvoir russe en lui réduisant un peu sa puissance économique, ça a marché. Ils n'ont pas pu, par exemple, reconstruire en Syrie parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Mais si on veut qu'ils rendent la Crimée à l'Ukraine et qu'ils se retirent désormais du Donbass, ça n'a pas fonctionné. Non seulement ça n'a pas fonctionné, ça les a même pas dissuadés
d'aller encore plus loin dans le Donbass et de préparer une nouvelle attaque contre le reste de l'Ukraine. Je pense que les sanctions sont nécessaires. Je pense que le mécanisme de compensation est effectivement très constructif. Il faut effectivement saluer l'unité européenne sur ce dossier-là, le geste allemand, mais il faut bien comprendre que ça n'est pas du tout assez. En fait, on vit dans deux conceptions qui sont parfaitement différentes à Bruxelles et à Moscou. À Bruxelles, on est dans le domaine du soft power. On pense que des sanctions vont réussir à inverser la tendance. Et à Moscou, on est passé non seulement de ce qu'on appelait la guerre hybride, avec des instruments quand même assez, largement de camouflage, sans un signe en Crimée, avec un soutien confidentiel dans le Donbass. Mais là, on est en train de passer à une phase militaire conventionnelle de la part de la Russie. Et il faut bien comprendre que l'Europe ne doit plus jouer uniquement sur son soft power. Donc faire plus, ça veut dire faire quoi? Alors techniquement, ça veut dire avoir des choses qui vont bien au-delà. Par exemple, ces sanctions, elles sont certainement nécessaires, mais elles ne sont pas non plus considérables. 27 députés de la Douma, vous imaginez bien que ça ne va pas changer énormément de choses. Le président Biden, alors peut-être qu'on va entendre quelque chose de nouveau dans un instant, mais enfin, il avait quand même dit qu'il n'allait pas sanctionner immédiatement la Russie elle-même. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez hallucinant. Et ce que comprennent les Russes, c'est par exemple l'équilibre de la puissance militaire. Si la livraison d'armes de défense anti-tank et anti-aérienne, ça, ils ont compris qu'à ce moment-là, ce serait peut-être plus compliqué d'avancer en territoire ukrainien. Ça veut dire plutôt militaire, alors, la réponse? Alors, économique? encore une fois, pas nécessairement directement. Pas directement. Effectivement, c'est le fait de renforcer les moyens militaires de l'Ukraine. Il faut rappeler que l'Ukraine, quand elle a perdu la Crimée, quand elle a été envahie et la Crimée récupérée par la force, après un plébiscite bidon façon soviétique, l'armée ukrainienne, c'était 10 000 hommes, 15 000 hommes. Elle est aujourd'hui à 200 000 hommes, elle est armée, donc il faut aller dans ce sens-là. Un point que je voudrais ajouter, je suis très frappé, ça fait plusieurs années que dans les contacts que je peux avoir avec des responsables de services de renseignement occidentaux, ils disent la chose suivante. La Russie est devenue un État voyou. Pas le peuple russe. La Russie est devenue un État voyou. Dans son comportement, dans sa façon d'éliminer des opposants, des dissidents, en utilisant des produits chimiques, des armes chimiques, par l'utilisation de Wagner, dont on voit tout le rôle en Afrique et ailleurs. Donc le comportement de Poutine est extrêmement préoccupant. Mais juste pour rebondir sur l'Europe, j'adhère à tout ce qui a été dit. L'Europe, la construction européenne, s'est toujours faite dans la difficulté et dans la douleur. Là, je pense que ça va permettre à l'Union européenne de progresser, de se souder, de réfléchir peut-être aussi aux moyens militaires européens qui sont tout le temps embryonnaires, où il manque de volonté. Là, vous savez, nous vivons l'histoire. Nous vivons l'histoire. Est-ce que ce sont les mêmes méthodes, les méthodes que, effectivement, ont pu être utilisées auparavant en Abkhazie, en Ossétie du Sud, ces deux territoires géorgiens, en fait, dont Moscou a reconnu d'abord l'indépendance? Est-ce que c'est le même scénario, un petit peu? Oui, c'est là où, quand on travaille sur, si vous voulez, la méthode poutinienne, les textes de Poutine, il dit les choses. Et puis, il a fait des choses. Donc, ça passe par des cyberattaques, d'abord pour complètement désorganiser le pays adverse. Vous en avez eu sur le plan institutionnel civil, sur le plan militaire. Ça va s'accentuer dans les jours qui viennent. Après, c'est la construction de toute une scénographie et d'un discours sur le thème « Je suis une force de paix et je vais au secours de nos frères russes qui sont menacés de génocide ici ou là ». Et après, on rentre militairement dedans et il poursuit dans ce sens-là. Et je suis très surpris de voir le nombre de personnes qui ont été dupes de ce discours pendant des semaines et des semaines. C'est un classique de Poutine. Poutine, aujourd'hui, je termine par là, est convaincu que le droit, les règles de droit, ce que proposait le président Macron, une architecture de droit, de sécurité, le droit est pour les faibles. Et le retour de la force aujourd'hui, c'est celle de la Russie et de la Chine. Et sachez que la Chine regarde tout ça avec beaucoup d'attention, parce que le Donbass, c'est Taïwan. Sandro Gozzi, est-ce que finalement ce n'est pas un sacré revers pour Emmanuel Macron? Est-ce qu'il y a encore une place pour la diplomatie alors que Vladimir Poutine a dit que les accords de Minsk s'étaient terminés? Mais remettons les choses en perspective. En retournant en novembre 2021, de la crise ukrainienne, parlait Joe Biden et Vladimir Poutine en ignorant les Européens à Genève. Du moment où Macron a pris la tête de la présidence du Conseil de l'Union européenne, il a remis les Européens dans le jeu. Donc je crois qu'il est difficile de critiquer Macron pour son initiative et son courage. C'était avant que les Européens étaient nulle part.
Et c'est grâce à son action que les Européens jouent un rôle. Aujourd'hui, ils ont fait preuve d'unité. Ils ont adopté des sanctions dont on verra l'efficacité, mais qui sont très importantes et qui sont la première vague des sanctions. Première vague des sanctions ciblées, progressives, et les sanctions vont avec la diplomatie. Les sanctions doivent servir à Alors, quelle diplomatie reprendre des contacts. Donc, de dire que vous me demandez, c'est un revers pour Macron? Non. C'est la confirmation que la proposition que nous faisons et qu'Emmanuel Macron fait, qu'il est temps aussi pour les Européens, je reprends ce qui était dit en ce moment, qui a mis sur la table depuis longtemps la question de l'autonomie stratégique des Européens, qui depuis longtemps a repris un peu ce que disait Bismarck, que la diplomatie sans armes, c'est un peu comme la musique sans instrument. Qui a posé sur la table la question de reprendre Europe et puissance? Moi, je suis d'accord. Qui se bat? La semaine dernière, on a adopté, et c'était ma collègue Nathalie Loiseau qui était en charge, on a adopté pour la première fois au Parlement européen un rapport sur la politique sécurité et défense qui dit exactement ce que vous dites en studio, que l'Europe, aujourd'hui, doit renouer avec la notion de puissance. Et que l'époque de la naïveté de soft power est révolue. Oui. Mais c'est un passage fondamental. C'est un passage fondamental parce que jusqu'à maintenant, les Européens ont refusé de travailler sur la défense, ont délégué à l'OTAN. Mais même l'OTAN a été revitalisée par Poutine. Oui, mais alors on a l'impression, pardonnez-moi, Sandro Gozzi, on a l'impression, pardonnez-moi, dans les dernières semaines, l'OTAN, dans les dernières semaines, a repris. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et l'Ukraine, on l'aide. L'OTAN l'aide, il y a la European Peace Facility, à travers, elle reçoit du soutien militaire. Il y a l'assistance macrofinancière, on a donné 1,2 milliard. Donc, ce que vous disiez, on aide l'Ukraine pour contrer les cyberattaques. Ce que vous demandiez en studio, vous disiez il faut aider l'Ukraine. On est en train d'aider l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas un membre de l'OTAN. L'article 5 de l'OTAN, la clause d'assistance mutuelle, ne vaut pas pour l'Ukraine. Mais tous les autres fonds de partenariat économique et militaire sont activés pour l'Ukraine. Évidemment, la situation est grave, mais il faut pas nier le fait qu'il y a quand même des pas en avant aussi sur la prise de conscience de l'Europe et sur le sens de l'urgence de l'Europe avec des mesures comme celles qui ont été prises aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, oui, mais la voie me semble tracée par Emmanuel Macron. Oui, mais alors justement, Julien Théron, pour rebondir sur ce que vient de dire Sandro Gozzi, est-ce que la voie n'est pas tracée plutôt par l'agenda de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est pas ça qui pose problème? Les deux. Sandro Gozzi a raison de dire qu'il y a des efforts qui sont faits. L'autonomie stratégie est un concept, plus un concept qu'une réalité en termes de construction capacitaire européenne, par exemple, ou de convergence en termes d'armement, mais c'est déjà quelque chose. Il a raison dans ce qu'il dit, Sandro Gozzi. Effectivement, on progresse. Mais moi, je me souviens bien quand même des termes qui sont employés au moment où la diplomatie française a raison, tente le dialogue avec Moscou. Mais les termes qui sont employés, c'est de détente. C'est le terme de détente. Au moment où la France parle de détente à Moscou, les plans sont là. Les Américains nous expliquent, on a déjà une construction capacitaire avec l'armée qui est prête à avancer, ce qui est le cas. En fait, la diplomatie, elle est toujours nécessaire, elle est encore nécessaire aujourd'hui, bien sûr, la porte doit rester ouverte, mais il faut savoir ce qu'on met derrière comme incitation, comme moyen derrière pour soutenir cette diplomatie. Et Sandro Gozzi a raison, il y a des moyens déjà qui sont déployés en aide à l'Ukraine, etc. Mais il faut faire monter très largement parce qu'on n'est pas dans ce monde postmoderne auquel on croyait dans les années 90 en pensant que la démocratie allait s'étendre. On n'a même pas réussi, avec les sanctions européennes de 2014, à empêcher que la Russie envahisse encore plus l'Ukraine. On peut dire que ce n'est pas un très grand succès. Donc on ne va pas réussir là à empêcher justement que Vladimir Poutine envahisse Si Sandro Gozzi, très sagement, disait que c'était un premier train de sanctions et qu'il pourrait y en avoir d'autres. Donc on imagine bien le travail des députés européens dans cette perspective de faire monter la pression. C'est une stratégie assez sage. Mais ceci dit, il faut bien comprendre qu'il faut aller beaucoup plus loin pour les empêcher de le faire. Je pense que très sincèrement, si c'est juste ce train de sanctions, alors ça n'empêche absolument pas les Russes de poursuivre et d'attaquer l'intégralité de l'Ukraine. Oui. Pierre Servan, pardon. Oui, non, effectivement. Alors, le point, c'est que d'un côté, vous avez C'est quand même Vladimir Poutine qui fait l'agenda.
C'est ça que... Alors oui, dans le sens où il a pris la décision de l'option militaire en octobre de l'année dernière. Il a pris, alors avec des variantes, et après il nous a baladés avec des séquences diplomatiques totalement bidons. Baladé, vous dites. Baladés. Donc. Non, mais baladés, ça ne veut pas dire que nous, les démocrates, même si on a le sentiment de se faire balader, il faut essayer de jouer cette carte. Moi, je ne peux pas reprocher à tous les Européens, les Américains qui ont essayé malgré tout de mettre un pied dans la porte, d'essayer de pousser, de tirer, de l'avoir fait. Nous sommes des démocraties, c'est-à-dire à la fois, il y a une vertu, une beauté de la démocratie et une faiblesse intrinsèque quand vous avez en face de vous une démocratie-dictature, d'ailleurs, qui est de plus en plus dictature tout court et de moins en moins démocratie. Dans l'histoire, d'ailleurs, on a connu d'autres exemples. On est désavantagé. Alors, Poutine a fait son agenda, mais il a été gêné par plusieurs choses. D'abord, les Américains ont eu raison de casser le discours poutinien en balançant en permanence, parfois de façon un petit peu caricaturale, en disant demain matin... On a beaucoup dit qu'ils exagéraient. Oui, mais... Qu'ils dramatisaient. Oui, sauf que quand on voit le résultat aujourd'hui, si vous voulez, rétrospectivement, non. C'est dans la forme des annonces. Mais ils ont pris une décision qui est très importante, c'est de mettre sur la table des documents confidentiels, secrets, qui justement expliquaient la manœuvre. De ce point de vue-là, j'ai trouvé les Européens un peu légers, disant « Ah, mais les Américains exagèrent, on ne voit pas les mêmes signaux, etc. » C'est-à-dire comme si du côté européen, il y avait un déficit en termes de connaissance de ce qu'il y avait dans la copie de Poutine. C'est-à-dire qu'ils disaient plus que Vladimir Poutine ne ferait pas la guerre. Oui, disons, non, mais voilà, enfin, comment dirais-je, ils ont, encore une fois, qu'il y a la diplomatie, c'est une chose, mais parfois, ils ont pu donner le sentiment, c'est mon avis, de faire preuve un peu de naïveté par rapport au-dessous des cartes. Mais sinon, pour revenir à votre question sur est-ce que c'est Poutine qui décline son agenda, il a des gains pour l'instant psychologiques, de terreur, etc. Il va à l'échec. Et il a quand même eu, ça a été très bien dit tout à l'heure, il a quand même remporté ce succès de réveiller l'OTAN qui était en mort cérébrale et qui est reparti. Poutine a essayé de diviser, de marginaliser les Européens et de négocier qu'avec l'OTAN. Entre parenthèses, l'OTAN, c'est 30 pays, dont 21 pays européens de l'Union européenne. Donc l'OTAN, c'est aussi l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, les OTANiens, les Américains et les Européens ne se sont pas laissés avoir. Et donc Poutine a face à lui un front beaucoup plus solide, beaucoup plus cohérent. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent ? On est toujours désavantagé quand vous avez d'un côté un dictateur qui est capable d'aller jusqu'à la violence. Regardez la violence contenue du discours, du personnage, le non-verbal. Et de l'autre côté, des démocraties qui sont dans la négociation, dans la recherche de compromis. Gulliver Krag, excusez-moi, je vous interromps parce qu'on a notre envoyé spécial et correspondant dans la région, Gulliver Krag, que l'on retrouve à Kiev. Gulliver, bonsoir. Alors justement, quelles étaient les réactions à Kiev aujourd'hui ? Le président Zelensky, me semble-t-il, a vu le président estonien. Comment réagit-il ? Je pense que Volodymyr Zelensky a non seulement vu le président estonien, le reste de la journée, j'ai l'impression qu'il a passé en téléconférence avec des différents leaders du monde entier, essayant de coordonner la réponse et les sanctions. Volodymyr Zelensky, depuis plusieurs jours maintenant, dit que c'est le moment déjà maintenant d'introduire ces sanctions. Ceci dit, il ne crie pas à l'invasion. Les autorités ukrainiennes, par exemple, n'ont pas confirmé que des troupes russes avaient déjà traversé la frontière pour rentrer dans le territoire du soi-disant République populaire de Donetsk et de Luhansk. Ce sont des blogueurs et des leaders séparatistes qui l'ont dit, mais ni la Russie ni l'Ukraine l'a confirmé. Mais Volodymyr Zelensky, dans la conférence de presse qu'il a tenu avec le président estonien, il a dit clairement la Russie a mis en place la base juridique pour envoyer ses armées dans le Donbass. On pense que c'est ce qu'il va faire. Il a été clair tout en restant relativement posé, je dirais, en disant que l'Ukraine maintenant pense que effectivement c'est l'escalade militaire qui est dans les plans de Vladimir Poutine. Et ce que Vladimir Poutine a dit ce soir sur la reconnaissance de ces États dans leurs frontières définies par leur soi-disant constitution, alors ça c'est vraiment quelque chose qui fait froid dans le dos parce que c'est la confirmation que Vladimir Poutine soutient ces séparatistes dans leurs intentions d'essayer de conquérir des villes comme Mariupol, Slaviansk, Kramatorsk, toutes les régions de Donetsk et de Luhansk dans leur intégralité territoriale administrative. Et Gulliver, est-ce que Zelensky se prépare à la guerre ? Est-ce qu'il y a un changement de discours de ce côté-là ? Oui, c'est ce qu'il dit tout le temps. Ceci dit, il a aussi dit qu'il n'allait pas introduire la loi martiale
tant que ce n'était pas la guerre, qu'il osait encore croire qu'il n'y aurait pas la grande guerre, la guerre qui atteindrait d'autres parties de l'Ukraine, peut-être même qui atteindrait jusqu'à Kiev. Mais tout le pays maintenant se prépare à la guerre. Vous n'avez qu'à rendre au centre de recrutement militaire. Il y a beaucoup de monde. Aussi les magasins où on peut acheter des choses comme des casques, des gilets pare-balles et tout ça. Rupture de stock totale partout. Clairement, le pays qui est resté pour une grande partie des Ukrainiens, en tout cas, très réticente à croire qu'il y avait vraiment ce risque. Tellement de gens qu'on a rencontrés ces dernières semaines, ces derniers mois, qui disaient « non, 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 j'y crois pas » ou « non, je regarde pas l'actualité, je lis pas le journal ». Les gens qui, après 8 ans de conflit, n'avaient pas envie de croire que ça pourrait devenir vraiment beaucoup, beaucoup pire. Là, maintenant, ils commencent à se rendre compte qu'il faut se préparer. Merci Gulliver, vous restez avec nous. Sandro Gozzi, une réaction peut-être justement à cette mobilisation ukrainienne, à la fois donc un espoir finalement du côté du président ukrainien parce que finalement il accepte, il est heureux qu'il y ait des sanctions du côté des Européens et probablement aussi des Américains, et en même temps cette préparation militaire qui effectivement fait froid dans le dos. Oui, mais tout d'abord, les sanctions, je disais, les sanctions servent à faire retravailler la diplomatie. Les sanctions doivent servir à redémarrer un dialogue, même si très difficile avec la Russie. Et vous savez, dans ces crises internationales, il n'est jamais trop tard pour s'arrêter. Et l'objectif, c'est de faire arrêter les Russes. Mais de l'autre côté, donc d'un côté, il faut utiliser les sanctions pour convaincre les Russes à s'arrêter, pour convaincre les Russes que tout acte ultérieur sera encore plus sanctionné. De l'autre côté, il faut, comme je disais, faire preuve de pleine solidarité à l'Ukraine avec l'assistance dont on a parlé. Ce que j'ai entendu du studio de l'OTAN est tout à fait vrai. Poutine est en train de perdre la bataille stratégique. Peut-être qu'il est en train de gagner la bataille de l'opinion publique à Moscou. Peut-être qu'il est en train de gagner la bataille de l'opinion publique dans les mondes slaves, parmi les nationalistes slaves. Il y a quelqu'un qui lui prête une oreille peut-être trop attentive, et il faut être très clair avec les Serbes et avec Belgrade. Absolument. Sur le fait que certaines déclarations, certaines ouvertures vers Poutine sont inacceptables pour un pays candidat à l'Union européenne. Il faut être très clair avec les Slaves, les Serbes de la République serbske en Bosnie-Herzégovine, qu'ils ne peuvent pas faire écho à un certain discours de Poutine, mais du point de vue stratégique, Poutine est en train de perdre sa bataille. L'OTAN s'est réactivée. La Suède et la Finlande ont dit qu'ils commencent à évaluer éventuellement la possibilité d'une adhésion à l'OTAN. Et l'OTAN a été très clair sur le fait que les révisionnistes de Poutine rencontrent une limite infranchissable dans les pays baltes qui sont membres de l'OTAN, donc du point de vue stratégique. Il est en train de perdre sa bataille et nous devons continuer à faire cette preuve de solidarité envers les Ukrainiens et d'unité en tant qu'Européens, mais je dirais dans le contexte de l'OTAN au sens plus large, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'était une journée importante, un signal important, des mesures importantes, mais peut-être que d'autres mesures encore plus dures seront nécessaires et il faut continuer avec cette unité. Je crois que les Européens sont en train d'apprendre des leçons importantes et nous sommes en train de vivre véritablement des chapitres de l'histoire européenne dans ces heures et dans ces jours. Julien Théron, il perd la bataille stratégique, Vladimir Poutine ? Peut-être, c'est pas encore sûr. On est en retard, on est très en retard, effectivement. Sandro Gozzi a raison, on progresse dans notre unité, dans notre position unitaire, mais fondamentalement, on est très en retard. On est très en retard. Et, effectivement, ces sanctions-là, je ne crois pas du tout que sanctionner 27 députés de la Douma suffira même à les ramener à la table de négociation. Le Sénat vient d'autoriser l'envoi par le président l'utilisation de la force armée russe à l'étranger. Alors, c'est pas que dans le Donbass nécessairement, ça peut être dans toute l'Ukraine. On n'est pas du tout dans un moment de rétractation, dans une ouverture diplomatique de la part de la Russie. On n'a aucun signe qui nous donne ça. Tout ce qu'on a, c'est de dire les sanctions européennes, on s'en fiche, pour être poli, pour paraphraser un ambassadeur russe. Et fondamentalement, ce que dit le président Zelensky pourrait être écouté. C'est-à-dire que ce train de sanctions, il arrive toujours a posteriori. On arrive toujours en disant on va les punir. On va les punir avec déjà de petites choses qui ne renversent pas la tendance, mais en plus toujours a posteriori. Il y a une position plus proactive qui voudrait dire, écoutez,
tant que vous ne retirez pas la construction capacitaire formidable dont les Américains nous expliquent qu'il y a 190 000 hommes maintenant autour de l'Ukraine, tant que vous ne la retirez pas, là, on va vous sanctionner. Et on enlève les sanctions quand vous retirerez vos troupes. Là, ce serait beaucoup plus proactif, vous voyez, ce serait beaucoup plus énergétique comme réaction, tout en restant sur des méthodes de soft power. Donc il y a des solutions comme ça, et là, on est toujours un peu en retrait et en retard. Pierre Servan, vous êtes d'accord avec ça ou... Oui, je trouve que c'est un très très bon point. Mais vous avez tout à fait raison. Mais encore une fois, la bataille stratégique. Nous sommes. Poutine, non, pardon. Je suis d'accord avec le fait qu'il aurait fallu prendre des sanctions assez lourdes dès que ce dispositif militaire d'encerclement dans les airs, sur terre et en mer s'est positionné autour de l'Ukraine. Donc c'est un peu tard. En disant, écoutez, il n'est jamais trop tard, il faut avancer, etc. Tout ça est compliqué, mais on aurait pu le faire. Mais 2 points d'attention très rapidement. Vous savez que ces dernières années, il y a régulièrement des frictions entre des appareils, des avions de combat russes ou des sous-marins ou des bâtiments et ceux de l'OTAN. C'est-à-dire que Poutine passe son temps ces dernières années à flirter avec les lignes rouges, à rentrer en confrontation. J'avais retenu le chiffre sur une des dernières années de 400 sorties aériennes des forces de l'OTAN pour aller en quelque sorte raccompagner les avions russes qui s'approchaient En un an. 400 sorties aériennes. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? C'est vous qui me l'avez appris tout à l'heure. Autour du Charles de Gaulle, notre porte-avions, il y a eu des avions de combat russes qui ont eu ces manœuvres d'intimidation. Le problème, c'est que le jour où vous aurez un crash, un accident, je rappelle que dans l'histoire récente, il y a un avion de combat russe qui a été abattu par les Turcs. Ça a provoqué une crise majeure dans le ciel de Syrie. Donc le point d'attention, c'est celui-là. Je crains à des regains de tension et des risques d'accident. La seconde chose que je mets sur la table, c'est est-ce qu'au Kremlin, est-ce que dans le pouvoir russe, tout le monde est d'accord avec Poutine ? C'est une question. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Mais je pose la question. Sandro Gozzi, vous pensez effectivement qu'il pourrait y avoir un incident tel que le décrit Pierre Servan, que c'est ça en fait le côté dangereux ? Les dangers sont plusieurs et les dangers sont énormes, la situation est grave. Il ne faut évidemment pas sous-estimer la gravité de la situation, mais ce que j'ai entendu sur l'OTAN, c'est ce qui me pousse à vous redire que selon moi, de ce point de vue, Poutine est en train de perdre la bataille stratégique parce que ces provocations, ils ont amené à une augmentation des troupes de l'OTAN à la frontière orientale. Il y a des Allemands, il y a des Italiens, il y a des Américains. Il a amené l'OTAN à renforcer énormément, même dans les déclarations, la pleine solidarité pour les membres de l'OTAN qui sont dans la frontière orientale. Ces provocations n'ont pas affaibli l'OTAN. Ces provocations n'ont pas affaibli la présence des troupes de l'OTAN aux frontières orientales. Ces provocations ont amené l'OTAN à renforcer sa présence. Et puis, en même temps, vous l'avez bien dit, Sandro Gozzi, l'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN, donc elle ne fait pas partie, en fait, de l'article 5. Non, l'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN, mais il y a une chose aussi qui est claire, et que nous avons dit clairement à Poutine, et nous devons continuer à le dire. C'est qu'il y a plusieurs façons d'élargir l'OTAN. Mais sans doute, l'OTAN ne peut pas s'élargir en demandant l'autorisation à Moscou et en laissant Moscou décider pour les peuples et les pays européens qui veulent ou ne veulent pas adhérer à l'OTAN. Donc qu'est-ce que ça veut dire, Sandro Gozzi, que l'Ukraine clairement dite. Oui. L'Ukraine a le droit donc de candidater à l'OTAN toujours, parce que manifestement Vladimir Poutine a encore demandé aujourd'hui à ce qu'elle reste neutre, à ce qu'elle ne demande jamais à rentrer dans l'OTAN. Nous avons parlé, oui. Nous avons parlé dans vos studios encore l'autre fois aussi de ça. Vous m'avez déjà posé cette question. Et Poutine est le premier à savoir que l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine n'est pas ni pour aujourd'hui ni pour demain. Mais c'est que nous ne pouvons pas accepter. Il y a plusieurs façons d'élargir l'OTAN. La seule façon qu'on ne peut pas accepter, c'est que l'OTAN puisse s'élargir ou pas selon les souhaits d'un État tiers et selon les souhaits de la Russie. Ça, c'est inacceptable. Et ça, nous devons être très clairs, et l'OTAN être très clair sur ces points. Julien Théron, parce que c'est vrai que Vladimir Poutine l'a redit aujourd'hui, le mieux serait que l'Ukraine renonce à l'OTAN et devienne neutre. Alors, l'Ukraine a été neutre pendant 30 ans.
ça lui a valu donc 2 invasions de son voisin qui s'était engagé à ne pas l'envahir. Donc on peut dire que la neutralité de l'Ukraine a eu un succès relativement mitigé. Deuxième point, moi je suis parfaitement d'accord avec Sandro Gozi. Le principe il est là et tout le monde est d'accord. En fait, dans l'Union européenne et dans l'OTAN, il n'y a pas de droit de veto de la Russie pour quelles que soient les intégrations. D'ailleurs, comme par exemple, la Russie ne demande pas à l'Ukraine le droit d'intégrer l'organisation du traité de sécurité collective, sa propre alliance de défense. Donc ça, c'est le principe de souveraineté que d'ailleurs la Russie dit respecter. Donc c'est très important. Mais la question, encore une fois, c'est ce qu'on fait pour ça. Et là, en ce moment, vous voyez, on ne fait pas assez parce que ça ne suffit pas. Et une fois que l'Ukraine sera prise par les Russes, ce sera trop tard pour que l'Ukraine demande son intervention à l'OTAN. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ça ne s'arrêterait pas là. Et derrière, M. Gozi le disait très pertinemment, derrière, il y a la Serbie et la Republika Srpska, c'est-à-dire la République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui entend faire sécession, dont certains militants ont été aussi en lien avec l'Union des volontaires du Donbass. La Russie et la Serbie partagent un partenariat sécuritaire et militaire avancé. Ils leur livrent des armes aujourd'hui. Et il y a aussi la question du Kosovo. Et tous ces États-là ne font pas partie de l'OTAN. Et ça peut être une question fondamentale. Vous savez que Sandro Gozi a raison. Fondamentalement, l'OTAN a mis des hommes dans ces pays de l'OTAN. On est protégé par ce parapluie otanien. Mais Vladimir Poutine est suffisamment intelligent pour se dire... Là, je peux faire une invasion conventionnelle de l'Ukraine avec des forces parce que l'OTAN, justement, ne bougera pas. Et demain, faire quelque chose aussi de plus non conventionnel avec des cyberattaques, avec une déstabilisation sociale, politique, comme déjà, on le voit avec une certaine ingérence en Europe. Donc ils utiliseront d'autres atouts parce que, évidemment, la Russie ne va jamais attaquer de front l'OTAN, on est trop fort pour eux. Et aussi, il y a cet équilibre nucléaire dont vous parliez. Donc, il y a un équilibre des forces. Bien sûr, ils ne vont jamais attaquer comme ça de front la Pologne avec des troupes américaines en face. Bien sûr. Mais en revanche, déjà, il y a des territoires qui peuvent déstabiliser. Il y avait la question du Gotland. Vous savez, il y a eu une crise en Suède où les Suédois se sont fait ridiculiser parce qu'il y a eu un survol d'avions russes. Ils se sont moqués des Suédois en disant en fait, vous ne bougez pas militairement parce que c'était, je crois, le week-end de Pâques. Donc, il n'y a pas eu de réaction militaire. Donc, je veux dire, il y a déjà des territoires où c'est quand même un peu tendu, même au sein des pays de l'Union européenne ou de l'OTAN, mais aussi, même si c'est des pays au sein de l'OTAN, il y a d'autres méthodes de déstabilisation. Il y a d'autres méthodes de déstabilisation. On va juste retrouver encore Gulliver Krag à Kiev. Gulliver, justement, qu'en dit-on à Kiev de cette entrée, de cette volonté d'adhérer à l'OTAN aujourd'hui? D'ailleurs, est-ce que les Ukrainiens le souhaitent majoritairement? Je vous avais déjà posé la question, mais c'est intéressant de le savoir aujourd'hui. Oui, le pourcentage des Ukrainiens, selon les derniers sondages souhaitant entrer dans l'OTAN, a légèrement augmenté. À la fin de l'année dernière, je pense qu'on était à 58%. Maintenant, ça a dépassé les 60%. Je ne sais plus si c'était à 60 ou 62%. Donc, c'est une claire majorité, sans être une super majorité. Il y a quand même une minorité importante en Ukraine qui ne pense pas que ce soit une très bonne idée d'adhérer à l'OTAN. Mais c'est la politique affichée du gouvernement qui a été inscrit même dans la Constitution par l'ancien président Petro Poroshenko. Certes, qu'il a fait à un moment où il cherchait désespérément à gagner l'élection de 2019. Il pensait que cela marcherait. Ça ne l'a pas aidé à être élu. C'est Volodymyr Zelensky qui a été élu à la place. Mais Volodymyr Zelensky, une fois élu, a tout de suite clairement dit qu'il n'avait aucune intention de changer de cap, que lui aussi voulait amener l'Ukraine vers l'OTAN. Et d'ailleurs, il multiplie cette demande d'entrer dans l'OTAN à chaque opportunité depuis le début de cette crise avec la Russie, quand les forces ont commencé à s'amasser aux portes de l'Ukraine au printemps 2021. Pierre Savant, donc effectivement, ils veulent rentrer dans l'OTAN, les Ukrainiens. Vladimir Poutine n'obtiendra pas ça. De toute façon, les Occidentaux ont déjà dit que c'était une ligne rouge. Oui, mais ce qui est clair, et ça a été dit ici, c'est que l'activisme frénétique et inquiétant de Vladimir Poutine ne va faire que stimuler les envies d'aller rejoindre l'OTAN pour se protéger. Le risque aussi que je veux souligner, c'est que Poutine encaisse aujourd'hui des gains tactiques, mais son échec stratégique est inscrit dans sa démarche. Il va perdre sur le plan stratégique. Et le risque, c'est qu'il se lance dans une surenchère nationaliste en permanence pour essayer de troquer auprès de sa population le fait que le pays va se trouver quand même plongé dans des difficultés, parce que les sanctions vont rajouter un certain nombre de difficultés,
Et donc, sa porte de sortie, ça va être de faire ce qui est fait depuis des années et des années, de raviver les souvenirs de la grande guerre patriotique contre l'Allemagne nazie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, d'ailleurs Poutine l'a utilisé à plusieurs reprises sur le gouvernement de Kiev, en parlant de néo-nazis. À la télévision russe, quand il y a des reportages sur Kiev, vous avez un drapeau nazi qui apparaît. Donc vous avez toute cette construction. Et plus Poutine va échouer dans sa stratégie, plus la tentation de l'extrême, de la dérive autoritaire, de l'hypernationalisme va se développer. Et comme vous avez des concentrations d'armement aujourd'hui qui sont extrêmement importantes dans la région, on n'a pas parlé de la Syrie où les Russes ont des bases, de la présence en Méditerranée qui commence à poser des problèmes, notamment en mer Noire, à la Turquie, qui est pourtant d'un certain côté à la fois allié des Russes et allié des Ukrainiens. Donc quand on parle d'histoire, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, nous sommes rentrés dans une période historique, sans compter que nous n'avons pas parlé des Chinois, enfin on a juste évoqué, mais vous avez les Chinois aussi en embuscade là-dessus, qui expliquent avec Vladimir Poutine que les deux seules démocraties authentiques du monde, c'est la Chine et la Russie. Je laisse chacun en juger. Merci beaucoup Pierre Servan d'avoir été avec nous. Merci Julien Théron. Merci à vous Sandro Gossi d'avoir participé à ce débat. Merci bien sûr à Gulliver Krag à Kiev. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24.